Bonjour à tous pour ce 6e épisode de Fréquence Populaire. Alors aujourd'hui, nous serons sur une séquence en même temps, comme dirait le président de la République, en même temps agriculture, souveraineté agricole et Union européenne. Vous allez découvrir pourquoi. Alors pour en parler aujourd'hui, et n'oubliez pas de liker, d'appuyer sur la cloche, de commenter et de partager avec vos amis cette discussion que nous allons avoir aujourd'hui avec Philippe Grégoire. Alors Philippe, tu as 57 ans, Voilà. Tu fais profession d'agriculteur, Voilà. Tu es éleveur, Oui. tu as 80 vaches laitières, Voilà. donc tu produis du lait. Je produis du lait. C'est pas facile tous les jours. Tu vas En nous monotraite, donc on fait la traite que le matin. C'est un modèle économique qui existe depuis... les premiers ont démarré il y a peut-être 15-20 ans, mais c'est une nouvelle technique d'élevage, on va dire. Ok. Tu veux nous parler des difficultés, Oui. D'autant plus que tu es depuis un certain temps coprésident d'une association formidable qui Oui. s'appelle le SAMU Social Agricole, qui est malheureusement peu connu par les rats des villes, mais qui est très utile aux rats des champs, parce que vous venez en appui à tous ces agriculteurs qui sont dans la difficulté. Il y en a de plus en plus, tu veux nous en parler. Énormément de dettes, de faibles revenus, le travail est peu rémunéré, et puis jusqu'à le suicide, Bien sûr. c'est-à-dire 2 par jour, Bien sûr. contrairement à ce qu'on pense. Deux on en par est à jour, 2 par jour. même des aveux de Monsieur Damazin, on peut retrouver un article où il met que 2 par jour, c'est sûr, et c'est probablement plus. De sa bouche lui-même. C'est terrible. Voilà. Et là, on parle de suicides qui aboutissent. Voilà. Pas de Voilà. suicide, Hommes et femmes. Hein. et pas de Hommes et tentatives, femmes. parce qu'en plus, il y a des tentatives qui n'aboutissent Oui, pas. tentative, bien sûr. Des gens qui restent blessés et tout. Ouais. La situation du monde agricole est très difficile. Oui. On a un peu comme partout dans le monde, dans la société, une séparation entre une masse d'agriculteurs, petits agriculteurs qui sont de plus en plus écrasés par le système, et puis quelques agriculteurs, mais qui ne sont plus tellement agriculteurs, qui sont une sorte de grands propriétaires terriens, très en phase avec l'agro-business. Tu vas nous en parler, qui lui, l'agro-business se porte bien, Voilà. on va dire. Et puis, on a la chance que tu sois également le coordinateur de la commission agriculture depuis quelque temps à République souveraine. Voilà. Donc, on a un vrai acteur de la vie agricole qui s'occupe des questions agricoles et pas juste quelqu'un qui lit des livres sur l'agriculture. Voilà, donc tu vas pouvoir nous en parler. Alors, quelle est J'ai dressé un tableau très rapide et assez négatif de la situation. Quelle est-elle aujourd'hui? Quelle est la situation du monde agricole? La situation, elle est très grave. Elle s'aggrave d'année en année. On pourrait penser que ça allait se calmer, la crise, parce qu'il y a de moins en moins de paysans. Hein. Il y avait 6 millions de paysans au XVIIIe siècle. 6 millions de paysans nourrissaient 30 millions de Français au XVIIIe. Il n'y avait pas ces tracteurs. Il n'y avait pas les fongicides, il n'y avait pas les herbicides, il n'y avait pas les engrais chimiques, il n'y avait pas les GPS, il n'y avait pas les robots de traite. 6 millions de paysans nourrissaient 30 millions de Français, la population française. Et donc après, il y avait plus de 2 millions de paysans dans les années 70. Et là maintenant, on va arriver très très rapidement, on va arriver à... On est 380 000 sans l'outre-mer, donc on est 400 000. Mais on va descendre très très rapidement si rien n'est fait. Si on reste sur la politique actuelle, on a perdu 100 000 exploitations en 10 ans. Je pense qu'on va en perdre plus de 100 000 dans les 10 ans à venir, parce que la crise continue. Si je me trompe pas, le dernier recensement décennal agricole a montré une chute assez catastrophique. 100 000 en 10 ans, mais là, ça risque d'être pire, parce que la crise continue financière, mais il y a en plus la pyramide des âges. Ah oui. Donc avec la pyramide des âges, ça va sûrement accentuer la situation. Et donc, si on avait un modèle économique qui était en phase avec les agriculteurs et le reste de l'économie, on n'aurait pas mes collègues qui travaillent d'arrache-pied au SAMU social agricole, il n'existerait pas le SAMU. Tu as parlé du SAMU social agricole, c'est une association qui ne devrait pas exister.
Bien sûr. Guy Serres a commencé à s'en occuper. Les gens devraient vivre dignement de leur travail. Guy Serres a démarré dans les années 94. Ça s'appelait pas comme ça au départ. C'était un comité départemental. Hein. Et après, c'est lui qui l'a fondé en 2000. Il est de 2000. La Confédération paysanne avait monté Solidarité Paysan en 1990. Donc ça veut dire que déjà dans les repères, Maastricht c'est 92. Avant les années 90, on va pas dire qu'il n'y avait pas d'agriculteurs en difficulté, ça serait faux. Mais beaucoup d'agriculteurs allaient au bout de leur carrière. Certains avaient de grandes difficultés, mais le réseau bancaire rétalait les dettes. Il y avait des gens en difficulté, mais beaucoup moins. Sur un canton, on pouvait en trouver 2-3 exploitations en difficulté, pour des raisons diverses. Ça peut toujours exister, mais pas dans des proportions comme on est là. Les proportions comme on est là, c'est l'accélération du modèle économique, des traités de libre-échange, de la politique agricole commune qui a démarré dans les années 60 et qui, a été une politique qui globalement a plus collé au monde des céréales, aux grandes cultures, qui ont vocation à exporter et qui peuvent stocker. Et il y a la viticulture qui a été pas mal gagnante sur une longue période, parce qu'aujourd'hui, il y a des crises importantes. Ça a pas l'air d'aller bien. Il y a une crise importante en viticulture, aujourd'hui. Bon, ça me permet de parler des camarades qui ont soutenu les agriculteurs, et spécifiquement les vignerons d'Occitanie et rejoints par ceux de PACA, qui ont manifesté le 25 novembre à Narbonne, et qui ont fait une opération escargot. Opération escargot. Sur le péage entre la France et l'Espagne. Oui. Et puis, ont même détruit certaines importations de vin à bas coût, qui ne sont pas faits de la même façon, mais qu'achètent des négociants, qui mélangent avec du vin français, et puis après, c'est vendu en supermarché, au détriment des agriculteurs. Par exemple, dans l'Aude, où on a des amis agriculteurs et vignerons qu'on salue, c'est quasiment 6 agriculteurs sur 10 qui ont mis la clé sous la porte. Et qui vont le faire dans les mois qui viennent, qui vendent à perte leur production de raisins. C'est ça. C'est complexe l'agriculture parce que 80% des agriculteurs gagnent moins de 1 709 € brut. C'est les chiffres INSEE, MSA. Et 20% se tirent bien leur épingle du jeu, sont au-dessus des 1 709. Et là-dedans, on retrouve les céréales culture spécialisées. Ceux qui font des semences certifiées. Ça, c'est pas mal. C'est en rapport au niveau filière, les semences certifiées, la viticulture, il y en a 20% qui gagnent plutôt mieux leur vie. Mais après, si on veut être très précis, c'est pour ça que c'est complexe l'agricole pour les auditeurs, ce n'est pas tous les céréaliers. C'est les céréaliers, parce qu'il y a des gens qui se sont mis céréaliers en zone intermédiaire, qui avaient de l'élevage, qui ont délaissé l'élevage parce que l'élevage est à la rue. Et ils se sont mis à faire des cultures, mais c'est pas des terres à culture. Donc, il ne faut pas dire que tous les céréaliers sont riches, ça c'est dire n'importe quoi. Et les viticulteurs, il y a au moins 3 grandes catégories. Il y a ceux qui vendent au négoce, il y a ceux qui vendent à la coopérative, et il y a ceux qui vinifient leur vin et qui vendent leur vin eux-mêmes, qui sont détaillants. Ceux-là, ils font 3 métiers. Hein. Ils font la culture, ils font la vinification et ils font le commerce. Donc, ceux-là s'en sortent bien, mais il ne faut jamais oublier qu'ils font 3 métiers. Hein. C'est ça. Voilà. Et puis il y a les autres qui s'en sortent très très mal, comme par exemple en Gironde, où on en est à 9000 hectares. Voilà. 9000 hectares à l'arrachage, parce qu'il y a une prime qui, en fait, comme tu le disais, permet de payer les vieux jours de ceux qui vont partir. Oui. Parce qu'ils ont investi, si je ne me trompe pas, à 25 000 € l'hectare. Oui, c'est ça. Et en fait, ils se retrouvent à vendre à 6 000, donc c'est pas possible. Pour replanter, tu veux dire. C'est autour de 22, et ça dépend des régions, mais il faut compter 22 000 € pour replanter un hectare de vigne. Bref, ils se retrouvent dedans, et donc obligés d'arracher. Oui. C'est pour ça que dans les propositions, on va en parler après, quand les gens disent il faut absolument revenir sur du local avec le consommateur, c'est très important de reprendre le contact avec le consommateur, mais l'ensemble des paysans français, la Ferme France, elle a fait 82 milliards € de chiffre d'affaires l'année dernière, elle faisait plutôt 72, pourquoi on est passé à 82 ? Parce que les céréales, sur la dernière campagne connue, le prix des céréales a augmenté, le prix du lait a augmenté, le prix de la viande aussi, ça ne veut pas dire la marge, mais le prix des produits ont augmenté, toutes les charges ont augmenté. Le prix a monté des parts fermes, mais les charges ont explosé. C'est pas la marge de l'agriculteur qui a augmenté, mais les prix ont augmenté, ce qui c'est pas la même chose. Faut parler en marge et non pas en prix. Et les circuits courts, ça représente que 3 milliards.
Et quand certains disent qu'il faudrait que tout le monde passe en circuit court, le circuit court, il faut le développer, c'est une solution qu'il faut mettre en avant, mais tous les agriculteurs de France vont pas venir avec leur bouteille de vin ou avec leurs moutons ou avec leurs vaches, avec des colis, approvisionner les grandes villes. C'est pas possible. Et puis, quelque part, il faut bien qu'on régule ce métier d'agriculteur, parce que nous, en tant qu'agriculteurs, j'ai parlé des vignerons, ceux qui vendent leurs bouteilles, ils font 3 métiers. Si dans l'élevage et dans les autres métiers, faut faire 3-4 métiers, on en fait déjà beaucoup. On est plombier, on est vétérinaire, on est mécanicien, on est chef de culture. Donc moi je dis souvent, le menuisier qui est venu poser les meubles dans ma maison, il n'a pas été couper les arbres dans la forêt. Hein. Donc on va pas faire 50 métiers. À un moment donné, il va bien falloir réguler cette profession qui est partie à volo, comme on dit, hein, parce qu'elle n'a pas été encadrée par les politiques. Quand tu parlais de l'accroissement des prix, parce que là on a une inflation terrifiante, oui. en particulier sur l'alimentaire, officiellement de 20%, soi-disant elle n'allait pas avoir lieu, puis finalement elle ne serait pas si forte que ça, nous disait Bruno Le Maire et le gouvernement, et puis elle reviendrait en arrière. Bon, en fait, elle est clairement d'au moins 20%. En vrai, sur l'alimentaire, c'est beaucoup plus. Oui. Surtout pour les plus pauvres, parce qu'une augmentation de 20% quand on gagne le SMIC, c'est pas tout à fait la même chose que quand on gagne 5 000 € par mois. Tout à fait. Et là, aujourd'hui, j'ai renvoyé ce qui a été sorti dans le Parisien, c'est le comparatif de prix relevés par des restaurateurs en grande surface et chez les fournisseurs spécialisés. On a poulet 1 kg, début 2022, 4,7 €, début 2023, 7,2 €. On est au-delà du 20%. Hein. J'ai des restaurateurs qui ont réagi, qui m'ont écrit « Non, Georges, moi je l'achète à 8,5 €, même plus 7,2 €. On voit le filet de veau, 37,78, 51 € un an après. Le steak haché, 6 € le kilo, 13,5 €. C'est au-delà du 100% d'augmentation. Entrecôte charolaise, 23,7 €, 32,5 €. La crème, 3,69 €, 5,6 €. Oui. Donc les prix augmentent considérablement. C'est pour ça que ça va nous permettre de parler de... Alors tu l'as dit clairement, l'agriculture... Je crois que tu as dit à un autre moment, si tu citais Giscard d'Estaing, il n'y a pas une agriculture, il y a des agricultures. Giscard d'Estaing dit il n'y a pas une agriculture, il y a des agricultures. Voilà. Il y a au moins 30 ou 40 formes. D'ailleurs, il y a 37 filières déjà. Voilà. Donc, et puis même dans une filière, comme tu dis, il y a ceux qui s'en tirent bien, ceux qui s'en tirent moins bien. Mais bon, globalement, ça va pas très bien. Globalement, c'est pas bon. Mais c'est mondial, c'est mondial. Que les paysans n'aient pas de revenus, c'est pareil en Nouvelle-Zélande. On va y venir avec les traités de libre-échange. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cet univers de l'alimentaire, il y en a qui tirent très très bien leur épingle du jeu, qui doivent se faire... Parce que je crois que quand il y a une augmentation de 100%, hein, tu n'as pas gagné un centime de plus, toi. Non. Ni aucun autre éleveur. Bon. Non. Donc par contre, il y a quelqu'un qui a ramassé quelque part. Hein, et ce quelqu'un, c'est... les patrons de l'industrie agroalimentaire, ils ont explosé. La preuve, ils rachètent encore, le groupe LDC est en train de racheter encore des concurrents. L'LDC, c'est la volaille. Hein. C'est Lambert, Dodard, Chancerol. C'est les 3 fondateurs qui s'appellent LDC, dans la Sarthe. Leader européen, ils se battent avec le roi du poulet, là, ukrainien. C'est les 2 mastodontes aujourd'hui qu'il y a sur le continent. Là. C'est qui le roi du poulet ukrainien ? C'est MHP. Il s'appelle. C'est un milliardaire qui est appelé le roi du poulet. Donc c'est tellement concentré qu'ils sont 2 sur toute l'Europe où il y a 450 millions d'habitants. C'est eux qui fixent le là parce que automatiquement ils tiennent les. En fait, ce qu'il faut que les auditeurs y comprennent, c'est que là, si on sort, tout à l'heure on parlait de la viticulture elle peut être conditionnée. Les gars, ils ont des problèmes actuellement parce que quand ça passe par la coopération, automatiquement les coopératives et vont imposer le là sur le prix du vin. C'est elles qui font la facture du coup au gars qui produit le vin, parce que c'est pas le producteur qui fait la facture. C'est l'acheteur chez nous qui fait la facture. La coopérative dit à la fin du mois ou à la fin de l'année, je te donne tant. Ça choque beaucoup les gens. C'est génial, il faut bien comprendre ça. Oui. C'est un des rares métiers où vous faites quelque chose
et c'est quelqu'un d'autre qui décide à combien vous C'est vendez. l'industrie agroalimentaire qui Et donc, elle décide peut même les prix. décider de vous faire vendre en dessous du produit, du coût de produit. Alors, de production. sauf pour les 3 milliards d'euros au circuit court, c'est ceux qui sont en circuit court qui font les marchés, mais s'ils vont vendre leur lait sur le marché, c'est eux qui font le prix. Un viticulteur qui fait sa vinification, il met en bouteille, bah bien entendu, c'est lui qui fait le prix de sa bouteille, on est d'accord. Et les céréaliers aussi, parce qu'ils peuvent stocker le colza, le blé, ou ils peuvent le livrer à la coopérative aussi, mais sans le vendre. Ils déclenchent la vente quand ils le souhaitent, parce que c'est pas des denrées périssables. Le problème, c'est que tout le reste de l'agriculture, si on regarde bien, faut passer par des outils de transformation, qui sont soit des abattoirs, soit des laiteries. Pour tuer un poulet, il faut un abattoir. Pour tuer un canard, il faut un abattoir. Un abattoir. Pour tuer un veau, il faut un abattoir. Et pour le lait, il faut passer par... Voilà. Et donc, ils ont bien compris ça. Et à partir des années 60, les outils de transformation se sont concentrés. Et il y a quelques oligopoles qui ont mis la main sur les multinationales de l'agroalimentaire. Et comme il faut passer par un abattoir ou une laiterie, bah c'est eux qui font le prix. Tout simplement. C'est assez facile à comprendre. Hein, En se faisant de très belles marges. en se faisant de très belles marges. Voilà. Et on a un phénomène de concentration, De concentration énorme. d'oligopole, quoi. D'oligopole énorme. Il y en a deux. Vertical et horizontal. Il y en a deux sur l'Europe pour le veau, le groupe Vendry et Denkavit. Il y en a un en volaille, c'est LDC. Il y a Bigard pour les abattoirs, bovins et porcs. Parce qu'en porc, il va arriver à être majoritaire en nombre d'abattoirs. Donc il va être, non seulement il va être le plus fort en bovin, mais en abattage de porc. Donc c'est un monstre. Hein. Et puis après, en lait, bah, il y a Lactalis et Sodial. Ils transforment 11 milliards de litres. Actuellement, je pense que la France, on va en produire plus que 18,5-19. On produisait 24 milliards. On s'effondre d'année en année à cause du libre-échange et la théorie de Ricardo des coûts comparatifs. Bon, on va y venir. C'est quand même saisissant parce que on a dit c'est un volet agricole et Union européenne. Alors, Oui. on a déjà commencé à en parler, mais ce qui est intéressant, c'est que l'Union européenne, soi-disant, s'intéresse beaucoup à la concurrence et au marché libre et non faussé. Libre et non faussé. Alors, quand il y a par exemple EDF qui fait du nucléaire, ça, c'est pas bien du tout. Il Non. faut tout casser, il faut diviser, même d'une manière probablement absurde. Hein. C'est-à-dire que c'est les centrales nucléaires d'EDF qui fabriquent l'électricité, mais ils le vendent moins cher que le coût de fabrication à des gens qui fabriquent rien du tout, qui nous le vendent plus cher. Donc, bon, c'est ni libre et c'est totalement faussé. Mais par contre, quand il y a une concentration privée dans l'agrobusiness, ni vu ni connu, ça passe. Alors, libre et non faussé. Alors, libre, quand il y a quelques oligopoles, des plateformes qui sont sur tous les continents, plateformes multinationales qui sont la FNSEA, puisque la FNSEA dirige toutes les multinationales coopératives. Donc, en fait, le syndicat et la coopérative, c'est un mariage. C'est qu'une seule entité. Depuis 1959. Ils ont créé le COPA-COGECA. Donc, c'est quoi le COPA ? En 1959, ils ont regroupé les 27 FNSEA en Europe. Et ils ont regroupé toutes les coopératives en Europe. Ça s'appelait le COGECA, les coopératives. COPA, COGECA. Alors, en 60, il y en avait beaucoup de coopératives. Hein. Je n'ai pas le nombre en tête, mais il y en avait des mille et des mille. Hein. En Europe, énorme. Aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup parce qu'il y a quelques acteurs qui sont regroupés au sein du COPA-COGECA, donc libre. Je vois pas comment on peut... Tu veux dire que les COPA-COGECA sont devenus de bons copains ? Oui, COPA-COGECA, c'est la même maison. Ah oui. Donc, c'est là où il y a problème, parce qu'il y a cogestion. Et pour quelqu'un qui est président, comme actuellement c'est Arnaud Rousseau, mais c'est pas parce que c'est Arnaud Rousseau, faut voir aucune attaque personnelle de ma part. Oui, c'est un système. Arnaud Rousseau ne change rien par rapport à Xavier Belin, Madame Lambert. Le problème d'Arnaud Rousseau, c'est qu'il ne peut pas être bien dans sa chaise. Parce qu'on ne peut pas défendre les agriculteurs et en même temps être président du groupe Avril, qui a une portée internationale, qui est rendu en Nouvelle-Zélande, qui fournit des aliments au Brésil. Donc on ne peut pas avoir de multiples sociétés business où
où le business fait partie de la vie, et pourquoi pas qu'il ait des sociétés business, pourquoi pas. Il fait son business, ça fait partie du jeu international. Mais vous pouvez pas faire un business international et en même temps défendre les producteurs. Sauf dans la France d'Emmanuel Macron qui aime beaucoup là en même temps. Là en même temps. Voilà. Parce que même si tout n'est pas parfait dans les syndicats ouvriers, je vois mal Laurent Berger qui a laissé sa place ou Philippe Martinez, s'il avait été président de Renault et Peugeot en même temps, je suis pas sûr qu'il aurait tenu les militants. Ah oui, Nous, c'est comme ça, chez nous. C'est particulier l'agricole un peu. Alors libre, on n'est pas libre, parce que l'industriel gère les volumes, il gère les importations, il gère les exportations, et il fait la facture. Et non faussé, on est payé, nous les agriculteurs, on est mis en compétition d'un point de vue mondialisé par toutes ces multinationales et la grande distribution, parce que les GMS aussi peuvent faire venir de la nourriture d'Espagne, ils le font pour les légumes et tout, d'Espagne, d'Italie et tout. On est mis en compétition par les GMS et les multinationales de l'agroalimentaire. Donc, libre et non faussé, pas du tout, parce que en même temps, on va reprendre l'expression, elle est belle, l'expression de notre président, en même temps, nous, par exemple, si on veut acheter des produits vétérinaires en Italie ou en Espagne, on n'a pas le droit. Si on veut faire intervenir des services autres, comptables ou autres, c'est une législation française. Nous, on n'a pas le droit. C'est bien ça. Les marques, je peux prendre quelques exemples. Les marques de tracteurs, par exemple, c'est maintenant tout est sur logiciel, tout est informatisé dans les tracteurs. Hein, et donc, ils ont ce qu'on appelle la valise électronique. Donc la marque, elle est protégée. Parce que quand vous avez acheté une marque, peu importe plein de marques, un John Deere ou autre, comme ils ont la valise, vous n'allez pas faire venir un concurrent, on ne peut pas faire venir un concurrent pour dépanner le tracteur, c'est lui qui a la valise. La valise, elle est propre à la marque. Donc, quelque part, il s'est protégé. Il s'est protégé. C'est pas ouvert à la concurrence. Alors, on peut le mettre dehors si on change de marque. Mais l'autre marque, elle travaille sur un territoire qui est la France, et à l'intérieur du pays, les prix, en fait, ils se font une concurrence entre eux. Mais c'est une concurrence franco-française. Tandis que nous, sur nos produits, le lait, le vin, les yaourts, la viande, les moutons, nous, on nous met en face de nous un Indien, un Néo-Zélandais, un Chinois, un Belge, voilà. Eh bien, on y vient justement. Puisqu'on disait que c'était aussi un volet européen aujourd'hui, c'est passé un peu en catimini. Hein. Oui. On parle, il y a la guerre entre Israël et les Palestiniens, entre Israël et le Hamas. Il y a la guerre en Ukraine. Il se passe tout un tas de choses. Il y a des problèmes réels et complexes dans notre société. Il y a des meurtres, il y a du communautarisme. Beaucoup de choses se passent, mais il y a eu un nouveau traité de libre-échange qui, lui, est passé un peu comme ça, un peu en catimini. Inaperçu, oui. Inaperçu. Bon, il y a un ou deux articles dans la presse, très peu. mais très peu. Très peu, à cause du conflit israélien, je pense. Ça n'a pas fait les grands titres. Mais ils ne font jamais les gros titres. Même il n'y aurait rien eu, ça serait passé... oui, peut-être. On aurait trouvé autre chose. Bon, cette semaine a été entériné un accord de libre-échange entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande. Voilà. Alors, comme tu l'as précisé avant qu'on commence, l'Union européenne, c'est plus de 400 millions d'habitants. Oui. Et la Nouvelle-Zélande, c'est 5,5 millions d'habitants. 5,150 millions. Même pas 5. 5,2. Un peu plus de 5. Tout petit. 1%. Hein. Il y a un peu de décalage. Oui. Alors, qu'est-ce que propose cet accord de libre-échange ? Donc, une suppression quasi complète des droits de douane. Oui. Donc, c'est une ouverture sans droit de douane. C'est ça. Pour, je lis, les kiwis, les oignons, les pommes, le poisson, le vin, le miel. Et partiellement sur du fromage, de la viande ovine et bovine de Nouvelle-Zélande. Bon, on prend un globe, on regarde où est la Nouvelle-Zélande, nous on est là, c'est là-bas. C'est 20 000 km, j'ai regardé, c'est le truc le plus long. C'est 19 500. Voilà, si on est quasiment vraiment au point le plus loin possible. Donc en termes climatiques, COP28, bravo. Oui, là on est bien. On est bien. Voilà. Là on a fait fort. Voilà. On a fait fort. Alors en échange,
qu'est-ce qui est ouvert pour les exportations sans droit de douane pour l'Union européenne? À peu près tout, mais principalement des produits industriels. Voitures, pièces de véhicules, machines, machines-outils, produits pharmaceutiques. Bon. Donc là, c'est assez intéressant, parce que c'est un peu la méthode classique des traités de libre-échange, bien sûr, qui favorise toujours l'Allemagne, qui veut vendre ses BMW et ses Mercedes. Tout à fait. Donc visiblement, ils veulent... parce que ça va pas très bien en ce moment, vu le pataquès où ils se sont mis avec le gaz russe et l'achat de gaz américain qui coûte 4 fois plus cher. Bon, il faut trouver des débouchés, au sacrifice, in fine, puisque ça va être open bar, des éleveurs comme toi, des producteurs de lait, des producteurs de miel, des producteurs de vin. On a parlé de ceux qui, en Occitanie, se sont insurgés contre les importations de vin. Alors, certains ont dit que la Nouvelle-Zélande utilise des herbicides et des pesticides qui ne sont pas autorisés dans l'Union européenne, même s'ils ont prolongé l'utilisation du glyphosate. Mais néanmoins, ça permet de produire en moins de 10 ans écologique. Tout à fait. Mais en plus, toi, tu rajoutes que, de toute façon, les agriculteurs de Nouvelle-Zélande, ça va pas beaucoup mieux que par chez nous. Ah ben non. Non, en fait, ces traités de libre-échange, alors je comprends pas pour tous les députés européens qui ont voté pour ces traités, et tous les... Ils doivent pas être agriculteurs. Faut pas être agriculteur, ou faut vraiment avoir une malhonnêteté, parce que faut quand même rappeler qu'avec plus de 2 suicides par jour, la souffrance dans nos campagnes, il faut voir comment sont nos campagnes, dans l'état de pauvreté que sont arrivés les agriculteurs dans les campagnes. C'est peu connu, parce que c'est un métier, c'est une profession où les gens sont taiseux, les gens se renferment sur eux-mêmes. C'est des gens travailleurs, honnêtes et fiers. Honnêtes. Alors, en plus, ce qu'on peut dire, c'est que nous, on a, contrairement, je ne citerai personne, mais à d'autres qui tournent autour du monde agricole, nous, on peut se vanter de jamais avoir volé personne, c'est-à-dire qu'on a travaillé honnêtement. On ne peut pas en dire autant de tous les acteurs qui viennent dans les exploitations prendre nos produits. Je pense que certains vont comprendre de qui je veux parler, notamment des filières agroalimentaires, donc qui, eux, se sont bien enrichis sur la bête. Mais la première fois où on s'était rencontrés, tu m'avais raconté l'histoire d'un agriculteur pour lequel vous étiez venu en aide avec le SAMU social. Le gars, il est agriculteur. Donc il produit la nourriture pour tout le monde, mais son frigo était vide. Et il avait faim. Les gens sont ruinés, Alors, c'est assez... c'est un niveau de misère qui est proche de Dickens. C'est quelque chose quand même d'incroyable, c'est qu'avec le progrès quand même qu'on a fait, avec les techniques qu'on a, on a des conditions de travail qui se sont améliorées globalement dans nos pays, faut le reconnaître, l'arrivée des ordinateurs, des GPS, de la mécanisation agricole, on a des beaux outils pour travailler. Physiquement, c'est beaucoup moins dur que c'était il y a 30-40 ans. Bien sûr. Mais qu'on arrive à ruiner des paysans, les appauvrir, qui meurent de faim alors qu'ils sont destinés à nourrir la population, c'est quand même le comble. Et retrouver 40% des agriculteurs en France en dessous du RSA, c'est quand même un peu le comble. Donc en fait, cette guerre des prix, elle rapporte... C'est là que je ne comprends pas la position des députés européens, parce qu'on a du recul, on sait au fil du temps que cette politique n'a pas marché. Ils reconduisent quelque chose qui nous a poussé à l'échec, qui détruit des agriculteurs, qui industrialise l'agriculture française, belge, italienne, qui détruit l'environnement en plus, parce qu'on concentre des outils sur des petites surfaces. Alors après, on dit les écologistes sont contre les agriculteurs. Je pense pas qu'ils soient contre les agriculteurs, ceux qui ont des programmes un peu réfléchis. Simplement, c'est qu'on a industrialisé le modèle agricole, on a concentré des animaux sur des petites surfaces, alors qu'il fallait faire l'inverse, fallait garder des fermes à taille humaine sur l'ensemble du territoire, y compris dans les régions céréalières, ramener de l'élevage, pour la vie du sol, pour ramener de l'humus. Et cette guerre des prix, elle va rapporter à quelques-uns, elle va rapporter au groupe InVivo, qui est une filiale de la FNSEA qui est présent, puisqu'ils ont une compagnie aérienne
en Nouvelle-Zélande. Ils vendent du vin dans les avions. Tu parlais d'Avril aussi. Oui, le groupe Avril. Ils vendent du vin dans les avions avec la société Cordier. Donc eux, je sais ils sont en partenariat, ils vendent du champagne sur les Champs-Élysées. Donc ils vont sûrement... Il y a quelques acteurs qui vont gagner de l'argent. Ça, c'est indéniable. Je ne veux pas le nier. Il y a quelques acteurs multinationaux qui vont s'enrichir. Mais le gros des troupes... producteurs de viande bovine, moutons, la poudre de lait qui vont nous envoyer et tout ça. Et alors le pire, c'est que cette politique ultralibérale a appauvri, bien sûr nous, pas que nous les Français, les Belges, les producteurs européens, mais ça appauvrit les agriculteurs néo-zélandais aussi, parce que eux ne gagnent pas d'argent non plus. Il faudrait que les journalistes aillent faire une enquête, comme nous on les réclame chez nous en France. C'est une guerre des prix qui tape tous ceux qui sont en bas. C'est une guerre des prix, c'est un nivellement vers le bas. Oui, par le bas, bien sûr. Voilà. Mais comme les travailleurs détachés en Europe, comme la mise en concurrence des agriculteurs en Europe, l'idée c'est de réduire en fait le coût du travail. Oui. Que ce soit dans l'agriculture, l'industrie, peu importe. En fait, l'idée des politiques globalement qui valident ça, qui sont en gros depuis que en France, en gros, ça a été gouverné par un peu la gauche plurielle à une époque, la gauche plurielle. Les Républicains qui s'appelaient l'UMP ou l'UDF, et Macron, en gros, eux, ils suivent le rouleau compresseur avec l'Union Européenne, avec Madame von der Leyen, de la mutualisation des prix et des salaires. La mutualisation des prix et des salaires, c'est de nous aligner, nous, comme on est sur la base d'un produit intérieur brut mondialisé, puisqu'on est mis en compétition par rapport à un garagiste, les indépendants. Un garagiste qui travaille sur le territoire, il répare des voitures, il ne va pas avoir quelqu'un qui va réparer une voiture à 5 € de l'heure. Il a un tarif horaire, il y a une concurrence entre eux, on est d'accord. C'est un peu plus cher sur Paris, il y a une concentration. Mais dans les campagnes, on va pas trouver quelqu'un qui travaille à 50 € de l'heure, un à 12, l'autre à 8 et puis l'autre à 75. Ça n'existe pas. Ils ont un tarif horaire, ils ont des salariés à payer, ils ont une cote mal taillée qui fait qu'ils équilibrent leur budget. Et c'est très bien. Et il faut les encourager. Les garagistes, heureusement qu'ils sont là. Il nous faut du boulot nous faut des emplois sur les territoires. Mais alors nous... Comme c'est sur la base, c'est sur la base d'un produit intérieur brut territorialisé lié au territoire français, parce qu'on ne peut pas faire réparer sa voiture en Pologne, on ne peut pas se faire couper les cheveux en Roumanie, je ne vais pas aller au médecin, moi, en Afghanistan. Bon. Il y en a qui le font, ça y est. Oui, le dentiste, moi j'ai des problèmes de dents, j'aurais bien fait d'aller dans les pays de l'Est, ça m'aurait coûté moins cher. Mais nous, l'agricole... C'est ça en fait le traité de libre-échange, c'est la guerre de tous contre tous. Mais les producteurs néo-zélandais, ils ne gagnent pas d'argent non plus. En fait, c'est un nivellement vers le bas. Par contre, quand il y a des traités comme ça, il y a deux acteurs majeurs qui gagnent, je dirais il y en a trois. Il y a deux acteurs majeurs qui gagnent à coup sûr, c'est la grande distribution, parce que ça les arrange qu'il y ait des plateformes avec leur centrale d'achat pour mettre les gens en compétition, ils savent bien le faire avec les fruits et légumes. Sur le lait, la viande, c'est plus l'industrie agroalimentaire qu'à la main. Donc l'industrie agroalimentaire, qu'est la FNSEA globalement, puisque, voilà, Copa-Cogeca, il y a quelques gros privés comme Lactalis, qui ne dépendent pas de la FNSEA, mais ils sont très très rares. Globalement, c'est la FNSEA, l'agroalimentaire, c'est la FNSEA. Ensuite, qu'à qui ça profite, ce que j'ai dit, les GMS, les Lactalis, quand on a vu la catastrophe après les sanctions en 2014 contre la Russie, on a découvert, ceux qui ne connaissaient pas ont découvert un fonctionnement semi-mafieux. Alors, les entreprises agroalimentaires, le contrôle sanitaire, il s'appelle de l'autocontrôle. Ils font le contrôle eux-mêmes. Le groupe Bigard, lorsqu'il a un contrôle sanitaire, comme toute entreprise, c'est obligatoire, il est prévenu 30 jours avant. Donc je laisse les auditeurs juger d'un contrôle quand vous êtes prévenu 30 jours avant. Ça va. Je vous laisse juger. C'est tout, je vous ai tout dit. Alors je disais, il y a trois acteurs. Ça laisse un peu de temps pour se préparer, nettoyer. Pour ceux qui prônent le en même temps et pour aller conforter les gens de la République En Marche qui sont pour le traité de libre-échange, je peux leur dire qu'ils ont raison d'avoir voté le traité de libre-échange. Les gagnants seront les multinationales, faut les nommer, de l'agroalimentaire, les GMS et les spéculateurs. Faut pas oublier ça. Les spéculateurs qui sont sur des ordinateurs, qu'achètent et qui revendent. Ceux-là, effectivement, je vous l'accorde, ils seront gagnants. Mais ça représente quel pourcentage de la population ? Quel est l'impact sur les vies humaines ? La mort des paysans, la mort des salariés, parce que ça exploite la masse salariale. Parce que comment on met la pression, la guerre des prix
tous contre tous. Nous, il se trouve que la France, on a 27 millions de travailleurs dans la machine économique sur 37 millions d'actifs potentiels. Voilà, on a 10 millions de gens qui sont écartés de la machine économique parce que, soi-disant, on ne serait pas assez compétitif. Il faudrait qu'on baisse nos prix. Et on peut le démontrer que ce système ne marche pas. Puisqu'on disait l'Allemagne. L'Allemagne, c'était la référence en Europe. Bon, aujourd'hui, ils sont aussi un peu sur le déclin. Moins que nous, mais sur le déclin. Mais quand ils ont été... Et avec un travailleur sur 4 qui est pauvre. Oui, oui. Alors, pendant un moment, dans l'agroalimentaire, ça a dû légèrement évoluer, mais 5 millions de travailleurs allemands travaillaient pour 500 € par mois. Ça, faut quand même pas oublier de le dire. Donc, on peut exporter, prendre des marchés, mais quand on paye pas les gens, voilà, bravo. Et ce que je tiens à dire, qui est très important, c'est qu'on peut démontrer que le modèle économique, il fonctionne pas. Parce que l'Allemagne, au meilleur de sa forme, là, elle est un peu sur le déclin, ils ont été, rappelle-toi Georges, tout confondu, hein, pas que l'agriculture, jusqu'à 20 milliards d'excédents par mois de la balance commerciale. Nous, on n'a jamais été à ça. On a été à 6-7 d'excédents par mois. Aujourd'hui, on est en chute libre. Mais quand on compare sur une période et qu'on analyse les chiffres de ces exportations allemandes, on nous dit il faut plus d'Europe, il faut plus de libre-échange, il faut la politique de l'offre. Quand on regarde le curseur des pauvres et du chômage, normalement l'écart entre la France des chômeurs et l'Allemagne devrait être considérable, puisque eux, ils ont exporté 20 milliards, jusqu'à 20 milliards par mois, pendant que nous, on était sur une année à 60-70, tout confondu. Eh bien non, l'écart, si on compare les mêmes catégories de chômeurs, l'écart, il y a 8 à 900 000 emplois de différence entre la France et l'Allemagne, et je l'ai ramené au nombre d'habitants, hein, parce qu'il faut le corriger en nombre d'habitants, sinon ça veut rien dire. Eh bien, eux, ils sont autour de 5-7% de chômage, nous j'ai vu qu'on était arrivé à 7,1, 7,2. Bon, eux, ils devraient avoir 1 ou 2% de chômage, 2 peut-être, parce qu'il y a toujours un roulement, d'accord ? Mais nous, on devrait être à 15, comme on n'a pas exporté comme eux. Ce qui veut dire que ce n'est pas le libre-échange à tout va et l'exportation à tout va qui tire une économie vers le haut. Parce que c'est la politique de la baisse des prix, du moins-disant social, du moins-disant environnemental, et c'est le contraire. Ça flingue nos emplois. Parce que si on se base justement, ce qu'on propose à République souveraine, c'est la charte de La Havane qui n'a pas été ratifiée le 24 mars 1948. C'est l'OMC qui a pris, c'est le GATT dans un premier temps, ensuite l'OMC. Et si on était... On va y venir, si tu veux, sur la charte de La Havane. Oui. Juste, on finit sur... Parce que ce que tu disais est fondamental. Oui. L'Union européenne est la plus ouverte aux quatre vents de la mondialisation. Bien sûr, la plus ouverte. Il n'y a aucun protectionnisme. Donc Non. tu parlais de balance commerciale. Oui. On va rappeler que l'année dernière, c'était 165 milliards Oui. de déficit pour la France. Oui. On va allègrement passer les 200 milliards cette année. Oui. Donc on est sur une pente, comme disait Monsieur Raffarin, droite, pentue, très très pentue Ouais. et glissante. Ouais. Tu l'as dit, certaines personnes vont s'enrichir beaucoup. Oui, oui. On le voit, il y a une Ah oui, il y a concentration de la quelques groupes richesse. qui vont Il y a s'enrichir. les 500 plus grandes fortunes s'accroissent. On a tous les ans plus de millionnaires en France Oui, bien et sûr. les millionnaires sont plus riches. Bien sûr. Donc de ce point de vue-là, ça va bien. Pour d'autres, ça va moins bien. Il faut rappeler que le modèle, ceux qui prônent le libre-échange, en premier lieu les États-Unis, sont un des premiers pays protectionnistes. Tout à fait. Et dès qu'il y a besoin, ils mettent du 100%, du 200%, sûr. que ce soit sur l'agricole Bien sûr. ou l'industriel. Bien sûr. Sinon, et l'emploi s'effondrerait chez eux. Je rajoute que tu soulignais le fait que c'est une paupérisation généralisée. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on a des traités de libre-échange avec les pays ACP, Oui. Afrique, Caraïbes, Pacifique. Oui. Ce sont les accords de partenariat économique. Ça porte un joli nom, accord de partenariat économique. Oui, partenariat économique. Bon, c'est le partenariat économique entre, comme disait l'autre, le renard libre dans le C'est poulailler ça. libre. C'est Voilà. ça. Et donc, on a une destruction des droits de douane pour, en particulier, les pays africains, Oui. où les pauvres gars, agriculteurs, qui déjà chez nous, tu l'as décrit, c'est pas terrible, mais j'ai suffisamment passé de temps en Afrique de l'Ouest pour voir les conditions de travail et les potentiels En Afrique. de l'Afrique de l'Ouest. Ah, oui.
Bah, évidemment, si on met des gens qui, alors pour le coup, certains travaillent de manière médiévale. Oui. C'est-à-dire qu'à la main, avec un vrai travail très dur toute la journée. Pas de tracteur, hein. Ou peu d'engrais, bah, boum, ces gens-là se retrouvent en concurrence avec des multinationales. L'effet, ce qu'on ne comprend pas assez, c'est que comme il n'y a plus de barrières douanières, nos produits agricoles, par exemple, je prends toujours l'exemple du maïs, les boîtes de maïs se retrouvent sur les marchés africains et ils coûtent moitié moins cher que la même équivalence céréale produite à 20 km de là. C'est ça. Donc évidemment, qu'est-ce qui se passe ? Paupérisation des agriculteurs à l'échelle mondiale. Tu m'as dit 80% des 2 milliards de plus pauvres sont des agriculteurs. 80% des pauvres dans le monde sont des paysans. Bon. Dans le monde. Alors c'est principalement en Afrique, hein. Mais il y en a en Asie et puis il y en a bien sûr chez nous. Alors, donc ils finissent dans les bidonvilles. Puis ils vont pas rester dans les bidonvilles vitam aeternam. Certains prennent les maigres économies et essayent d'aller ailleurs. Donc on a en plus une aggravation de l'immigration sans précédent. Alors tu parlais parce qu'on a quand même des génies qui ont géré de manière tout à fait délirante, on va pas en parler là, mais l'énergie, la question de l'énergie, en particulier du gaz. Ce qu'on ne sait pas, puisqu'on parle du monde agricole, c'est que 7 très grosses usines de production d'engrais ont fermé ou ont arrêté la production en Europe. Oui. Parce que pour faire de l'engrais... Dans les pays de l'Est, il faut de l'ammoniac, il faut du gaz. S'il n'y a pas de gaz... Gaz russe. Oui, ou gaz américain, mais comme le gaz américain est 4 fois plus cher, bon, il y en a qui ont fait... Ils ont calculé, ils ont dit, bon, on arrête. C'est ça. On a l'industrie pétrochimique avec l'engrais qui a un niveau de production qui a atteint celui de 1975. Oui. Donc BASF, tout est en train de se bazarder aux États-Unis. Oui. Il faut bien comprendre tous que sans engrais, c'est 50% de production agricole en moins minimum. Donc, et après, bonjour, pour que tout le monde mange à sa faim. Oui. Donc tout ça est très compliqué. Et donc on était à 120 milliards de dépenses avant la crise, 120 milliards de dépenses pour l'Union européenne en énergie, de gaz, on est à 400 milliards. Donc ils ont rajouté 280 milliards sur la facture de tout le monde. De dépenses. De dépenses, hein, pour rien. Bon, pour rien. Enfin, si, pour nous rendre les choses plus compliquées. Oui, tout à fait. Alors on a dit qu'il y avait ce traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. On se demandait, bon, c'est tout petit. Mais c'est peut-être pour préparer au prochain, qui lui est un peu plus mastoc, c'est le Mercosur, sur lesquels un certain nombre d'agriculteurs se sont plus mobilisés, parce que là, c'est avec le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay. Bon, l'Uruguay et le Paraguay, c'est pas des grands pays, hein, on est au niveau de Nouvelle-Zélande. Par contre, Argentine et Brésil, on a des mastodontes. Il faut savoir que déjà, sans Mercosur, c'est 60 000 tonnes de soja qui nous arrivent toutes les semaines du Brésil. 60 000 tonnes toutes les semaines du Brésil. Et qui contribue à la déforestation de la forêt amazonienne. Qui est le premier facteur de réchauffement climatique. Avant la consommation, c'est la déforestation de l'Amazone pour ce soja, donc qui va s'accroître avec ce traité de libre-échange. Donc en plus, ils nous prennent pour des cons. Bien sûr. Parce que après on va taxer le pauvre gars qui roule avec sa voiture. Alors là, normalement, tous ceux qui partent sur ces schémas-là, Mercosur, Nouvelle-Zélande et tout, c'est incompatible avec la COP 21, la COP 28, tout ce qu'on veut. Tous ceux qui se revendiquent écologistes ou pour le respect de la nature, nous allons faire des efforts. Ceux qui disent c'est bien ce que fait Monsieur Jancovici, nous allons progresser, nous la France, nous les Européens. Si en même temps on signe un traité Nouvelle-Zélande, Mercosur, je veux dire, c'est complètement contradictoire. Et demain le TAFTA. Le TAFTA, pareil. Bon, qui a changé de nom. Parce que le TAFTA, pour que tout le monde comprenne, c'est l'accord de libre-échange avec les États-Unis. Avec les États-Unis. Qui a été bloqué un peu au moment de Trump. Oui. Il y a le CETA qui a été signé avec le Canada. Après, ça a été reculé avec le Covid et tout ça. Oui, ça c'est compliqué. Mais ça va venir. De toute façon, on va toujours discuter en catimini. Ça va venir. Pas là, bonjour, ça va être... Non, mais de toute façon, à partir du moment qu'il y a des traités comme ça de libre-échange, les agriculteurs, on le sait, c'est l'appauvrissement des agriculteurs. Il y a quelques acteurs industriels, grande distribution, surtout l'industrie agroalimentaire, qui fait quand même 8 300 milliards d'euros de chiffre d'affaires
sur le plan planétaire. Hein. L'agroalimentaire, c'est incontournable. Hein. Dans nos pays occidentaux, dits civilisés, nous, on est plus... par rapport à l'Afrique, nous, on est quand même mieux. On ne va pas se comparer avec l'Afrique. Hein. Eh bien, s'il n'y a plus d'outils agroalimentaires, il n'y a plus de nourriture, les gouvernants, ils ne tiennent plus les peuples. Donc, pourquoi ça va nous appauvrir ? Ça va m'amener à l'explication des auditeurs, souvent, et même des agriculteurs, et je le regrette que j'ai encore des agriculteurs qui me contactent pour me dire, écoute Philippe, on est encore trop nombreux, demain ça ira mieux. Sous-entendu, on est aujourd'hui à 67 hectares à peu près de moyenne sur la ferme France. Hein. Quand Stéphane Le Foll a quitté le ministère de l'Agriculture, on était à 52. On est passé à 67 hectares en moyenne, hein, sur la ferme France. Y en a encore qui croient qu'il faut qu'on se restructure. C'est-à-dire qu'il faut qu'on passe à 150 ou 200 hectares de moyenne. Oui, c'est comme les ouvriers, toujours moins d'ouvriers dans les usines, ça ira mieux demain. Ceux-là, ils n'ont rien compris. Parce que l'industrie agroalimentaire... C'est la même, je répète, c'est la même chose qui s'est passée dans le monde industriel. Tout à fait, à la main. Là, quand il y a des accords de libre-échange, en fait, aujourd'hui, on est dépendant, au niveau de la balance commerciale, on est à peu près à plus 6 au niveau agricole. Mais en réalité, on est à plus 20, même plus de 20. Avec le vin, les spiritueux et les céréales. Là, on est très positif. Mais quand on a enlevé le mouton, on en importe 56%. Les poulets, 45%. Et encore, c'est les chiffres de l'année dernière que je donne là. Donc là, on monte. Hein. Peut-être qu'on est à 60 maintenant. Hein. Mais je prends les chiffres de l'année dernière. 56 en mouton, 45 en poulet, 22 en viande bovine. On importe 63% de nos protéines. Le fameux soja américain. Après, les fruits, 71%. Les légumes, 28%. En France, 71% des fruits, c'est débile. Le porc, c'est 36%. Bon, donc, les gens qui pensent qu'on sera mieux demain quand on sera moins nombreux, ça n'a rien à voir. Parce que demain, on peut produire aux moutons les fruits. On a un exemple. Hein, les fruits. Est-ce que les gens qui font des fruits gagnent mieux leur vie qu'il y a 10 ans ? Puisqu'on en apporte 71%. La réponse, c'est non. Parce que, en fait, le prix se fait par la mise en compétition mondialisée. En fait, ça sert de prix d'appel. Et ce qui est important à savoir pour les auditeurs, peu le savent ça. Il n'y a qu'une dizaine de grands pays dans le monde qui est capable de produire, d'envoyer, d'exporter de la nourriture de façon régulière. Parce que on a un phénomène, nous, qui est différent des autres industries, de l'industrie de la chaussure ou de la voiture, c'est que nous, on a ce qu'on appelle en termes économiques le monopole des facteurs. Le monopole des facteurs, c'est que s'il vient une sécheresse sur un continent, s'il vient des tempêtes, s'il vient des inondations, il y a des variations importantes au niveau planétaire. On produit 2800 millions de tonnes de céréales sur la planète. On produit 1150 millions de tonnes de légumes sur la planète. On produit 600 millions de tonnes de produits laitiers, 340 millions de tonnes de viande et 120 millions de tonnes de fruits sur la planète. Mais ce curseur-là, il bouge. Quand l'Australie est en sécheresse, ils ont eu des grandes sécheresses. Quand des continents sont touchés par des phénomènes comme ça, même nous, la France, les viticulteurs le savent, hein, quand il y a le gel, nous, on a été touchés par des sécheresses aussi, relativement importantes. Donc ça bouge. Donc il y a une dizaine de pays, en gros. C'est le Brésil, surtout le Brésil. Hein. Ça, c'est le grenier du monde. Le Brésil, puisqu'ils peuvent faire 3 récoltes par an, ils ont des potentiels de terre énormes. Le Brésil, les États-Unis, la Chine, l'Inde, nous, la France, certes, hein, mais l'Ukraine, la Russie, il y a une dizaine de grands pays qui sont capables d'exporter, d'accord ? Et les volumes échangés servent de prix de référence. C'est-à-dire qu'un agriculteur belge pourrait vendre son lait et gagner sa vie à l'échelon du territoire et conserver les emplois, un Allemand pareil, un Français pareil, mais ces multinationales-là... Mais c'est fixé par les échanges entre que c'est coté en bourse, Chinois et les Indiens. Les cotations en bourse, Euronext, le prix des céréales et tout ça, fait que la spéculation et ces gens-là, les prix d'échange
de ces denrées-là, mais qui peuvent être des volumes parfois modestes, servent de prix de référence. Et avec ça, tout le monde est nivelé vers le bas. Donc c'est génial. C'est très intéressant toujours de parler d'agriculture parce que c'est la profession numéro 1. Oui. Parce que si on ne mange pas, on tient une semaine. Donc il faut manger. Numéro 1, et en plus, nous, on a obéi à Nicolas Sarkozy, parce qu'il avait demandé de travailler plus pour gagner plus. Donc nous, on fait 80 heures semaine, donc on a été au garde à vous, on a dit oui à M. Sarkozy, on a travaillé plus pour gagner moins, nous. Voilà. Ceux qui pensent qu'il faut produire, parce qu'il y en a qui disent le problème des Français, c'est que c'est des feignants. Alors, je ne pense pas que la population française puisse traiter les agriculteurs de feignants. Je crois. Et en travaillant 7 jours sur 7, on est 80% à moins de 1709 € brut. Voilà. Avec prime d'activité. Alors, il y a une petite anecdote quand même. Quelqu'un qui remplit la prime d'activité, les premiers formulaires qui sont arrivés, il n'y avait pas de colonne pour les agriculteurs. Parce qu'une prime d'activité, c'est quelqu'un qui n'a plus de boulot. Alors nous, quand il fallait cocher, comme on est patron, on marche sur la tête, quoi. Un agriculteur qui travaille 7 jours sur 7, qui produit des légumes, de la viande, des poulets, des canards, des lapins, il souscrit à la prime d'activité. Hein? Et en plus, il perçoit ce que j'appelle la prime pour l'emploi. Parce qu'en plus, on a la PAC. 9 milliards d'euros. Hein? Et en plus, ce que les auditeurs ne savent pas, c'est que chaque Français, sur 53 millions d'adultes, vous payez tous, mesdames, messieurs les Français, l'équivalent du salaire médian. 1950 € par 53 millions d'adultes. Faites le calcul, ça fait un beau petit chiffre. Ça, c'est vos impôts directs et indirects qui sont pris par monsieur Bruno Le Maire, notre génial ministre de l'Agriculture, qui a donné les quotas laitiers... Ex-ministre de l'Agriculture. Oui, ex-ministre de l'Agriculture, qui a donné nos quotas laitiers aux industriels. Lui, il trouvait qu'on était trop riches, donc il a donné nos licences, pour quelqu'un qui a une licence dans le commerce. On avait des quotas laitiers qui nous protégeaient un peu. On avait une référence qui était attachée à la terre. Et bien lui, en une nuit à l'Assemblée nationale, quand il était ministre, il a jugé que c'était bon de donner notre licence à Lactalis et à la FNSEA. Donc bravo. Voilà où on en est. Donc je disais, c'est intéressant de parler d'agriculture parce que c'est la base, sinon il n'y a pas de société. Et puis ça illustre assez bien tout ce qui se passe. Et donc là, on a quand même, quand on regarde le total, on a un appauvrissement des agriculteurs, qui sont moins nombreux, qui se tuent à la tâche, avec un suicide, un mal-être, une difficulté à la transmission, on a un endettement tant des agriculteurs que du pays, puisque la dette file. Alors notre génial Bruno Le Maire, comme tu dis, il a trouvé que maintenant il va réduire l'allocation chômage des seniors, et puis vendre une partie des biens d'État pour compenser l'annulité intrinsèque de leur politique. Voilà. Les sols sont appauvris, on a une concurrence mondiale, la qualité de ce qui arrive dans l'assiette des gens décroît à cause de du moins-disant écologique, et en plus tout ça c'est pas bon pour l'environnement et la planète. Non. Donc c'est super. On a vraiment des gens qui ont coché toutes les cases. Alors, ça va nous amener, pour finir notre discussion... Sur les propositions. En fait, tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est ça qui est assez étonnant, qui est trop peu connu, et dont tu es un des grands défenseurs en France, qui est la charte de la Havane. Oui. Alors, pour que personne commence à s'exciter avec l'anticommunisme primaire, la charte de la Havane, c'est un truc qui est signé, discuté, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, dans le cadre de la construction de l'ONU. Ça se passe en 1947-1948. Castro, il n'est pas là, il n'y a pas de communistes. Ah non, ça n'a rien à voir. La Havane, à ce moment-là, est tenue par la mafia américaine. Un peu les non-alignés. Il y a des casinos. Voilà. Bref, ça s'appelle la charte de la Havane, mais l'idée est géniale, parce que c'est quelque chose qui est totalement... c'est une idée de régulation du commerce mondial. Oui. Il n'y en aura pas jusqu'au GATT et à l'OMC surtout, mais l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, c'est l'exacte antithèse de la charte de la Havane.
Parce que c'est la mise en concurrence, c'est le libre marché, le non faussé, c'est le libre-échange dont on a parlé, c'est le nivellement par le bas. Bon. C'est feu vert aux spéculateurs. Et donc là, la charte de la Havane, dis-nous en quoi c'est intéressant. Ah bah c'est intéressant la charte de la Havane parce que ça permet de conserver les emplois sur les territoires. C'est-à-dire qu'au niveau agricole, on serait au maximum de ce qu'on peut produire, on garderait notre souveraineté au maximum, mais on ne sera jamais autonome à 100%. On importera du riz, on importera des bananes, on peut importer des choses. Mais ces importations et ces exportations, nous, ce qu'on va vendre à des pays, ça va se faire sous le commerce de la coopération et non du libre-échange. C'est-à-dire que, par exemple, je prends un exemple, si on vend des céréales aux Indiens, et que eux, ils peuvent nous renvoyer des produits agricoles, mais ils peuvent nous renvoyer autre chose. L'échange peut se faire avec de l'industrie. Mais par contre, nous, on garde notre coût de production. Nous, on garde nos emplois sur nos territoires. On vend au coût de production pour rémunérer les agriculteurs et garder le tissu rural et rémunérer toute la masse salariale. Parce que la charte de la Havane part du bas. Il est inscrit dans la charte de la Havane, l'objectif, c'est le plein emploi. C'est ça. Et on fonctionne à partir tu disais, on ne va pas écarter 10 millions d'actifs potentiels de l'économie. Voilà. La charte de la Havane pense le monde d'une autre manière, dit non, en fait, il y a 37 millions de bonhommes en France, il faut que tout le monde travaille. Oui, parce que la charte de la Havane, si on vend par exemple du blé ou peu importe, ou des produits laitiers à un pays qui n'a pas ces produits laitiers, par exemple l'Égypte, ils peuvent pas produire beaucoup. Eh bien, en contrepartie, si eux, ils ont des produits où ils renvoient des voitures, que sais-je, une autre industrie, eux, ils vendent à leur coût de production. Les voitures, ils les vendent pas au prix des voitures allemandes pour piquer la part des Allemands. Non, ils vendent à leur coût de production à eux, qui permet de rémunérer leurs salariés et faire tourner leur économie. Mais nous, on vend notre lait ou notre blé à notre coût, à nous. Alors certains vont me dire, oui, mais ça va coûter cher. Pas du tout. Parce que là, le prix mondial, le moins-disant social, d'abord les gens se suicident, c'est des drames humains, on flingue les emplois, c'est des travailleurs précaires. Oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de chômage agricole, alors en plus, chômage, si on remet, immigration, on a 27 millions de travailleurs dans la machine économique sur 37, si on en remet ne serait-ce que 5 millions, c'est des cotisants. Ah oui, c'est des cotisants au niveau du retraite, etc., etc. Donc en fait, en global, économiquement, c'est pas vrai qu'on est perdant. Dans la charte de la Havane, ce que tu dis, on est gagnant. Ce qui est génial, c'est ce qui est inscrit dans l'idée de la charte de la Havane, c'est une coopération organisée. Une coopération organisée. Pas une concurrence, une coopération organisée. Et où un des objectifs, en dehors du plein emploi, c'est d'éviter qu'il y ait trop de différences à la balance des paiements. Justement, qu'on se retrouve c'est l'équilibre de la balance des paiements et l'interdiction de spéculer. C'est essayer d'équilibrer la balance des paiements entre les États qui font des échanges. Elle ne sera jamais au point zéro, mais c'est éviter les grands déséquilibres. Les grands déséquilibres, on a l'exemple du modèle ultralibéral qui ne marche pas. Le grand déséquilibre, c'était avec l'industrie allemande, qui a tout déséquilibré l'Europe. Et la charte de la Havane, les auditeurs sont sans doute pas au courant, elle n'existe pas officiellement, mais elle existe au coup par coup. Les Indiens pratiquent parfois la charte de la Havane, c'est-à-dire que quand ils achètent des avions, ils exigent qu'il y ait une partie de l'avion qui soit construit chez eux. Ah les Chinois ont toujours fait ça. C'est une sorte de coopération. Alors nous, on garde la licence, on leur vend des avions, des Rafales, on garde la licence, notre savoir-faire, mais ils fabriquent une partie de l'appareil, c'est pour éviter d'appauvrir, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe ? Ceux qui ont de la haute technologie, qui ont pris de l'avance sur les autres, ils vont appauvrir le reste des peuples. Exactement. Et en plus, dedans, il y a l'objectif, totalement contraire aux conséquences du fonctionnement de l'OMC et des traités de libre-échange, d'une amélioration généralisée des conditions de travail. Oui. Donc c'est plutôt, on va viser le mieux-disant. Bon, on comprend bien pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas choisi la charte de l'OMC, la charte de la Havane, et qu'on a privilégié le libre-échange, dont on voit bien, donc on va répéter encore une fois, que sur le problème qui touche tout le monde, qui est la crise climatique et environnementale, c'est pas bon. Non. Point. Comme tu as dit, si on signe le Mercosur, et ne parlons pas du TAFTA, c'est bon. On peut plutôt faire des shows télévisés plutôt que des COP. Ça ne sert à rien du tout, à part se faire plaisir. Bon. Paupérisation généralisée, donc création des conditions
et de l'immigration massive et des conditions de guerre. Bien sûr. Parce que bon, les gens pauvres, évidemment. où il n'y a pas de souveraineté alimentaire, C'est lié à l'immigration. Ça finit assez mal. C'est lié à l'immigration. D'une manière ou d'une autre. Oui. Donc on voit à la fin d'un modèle qui est en train de mourir, mais malheureusement pour nous, spécifiquement dans l'Union européenne, on a des dirigeants qui sont un peu... Moi, ce que je compare avec ce que j'ai pu connaître petit, de loin, et que j'ai étudié, ça ressemble furieusement à l'URSS. Alors pas dans le mode de vie, mais dans le fait que les dirigeants n'arrivent pas à se sortir d'un modèle économique de gestion de la société, alors que qui va dans le mur pour tout le monde. Malheureusement, jusqu'à où ça va aller dans le mur? Parce qu'ils n'ont pas les pieds sur terre. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé au niveau agricole... mais c'est sûr, quand on est à 15 000 euros par mois, sans ils n'ont pas du tout les pieds sur terre. Bien, S'il était sur le terrain comme nous, avec du vivant, moi je repars ce soir de Paris, demain matin je traîne mes vaches. Donc je sais ce que c'est que travailler avec du vivant, gérer en permanence du vivant, l'eau, l'électricité, permanent, tout le temps sur une exploitation. Et on ne gère pas du vivant comme on gère des usines de chaussures, de plastique ou de pneus. Et donc ce qui s'est passé... c'est qu'à une époque, on avait atteint une taille d'exploitation familiale, on va dire, relativement acceptable, pas à la sortie de la guerre, parce que les fermes étaient trop petites. Mais après, dans les années 60-80, on aurait pu trouver un compromis d'une exploitation dite familiale moyenne, en les répartissant sur le territoire, et là, on n'avait pas de problème de pollution ni d'écologie, et on n'avait pas de problème d'algues vertes. Ce qu'a créé les algues vertes, les pollutions, et la naissance des mouvements qui se sont retournés contre le modèle agricole que sont une partie des écologistes, c'est parce qu'on a industrialisé l'agriculture. Et comme on s'est pris la compétition de nos voisins ou de l'autre bout du monde, des Néo-Zélandais ou des Indiens ou des Américains qui nous envoyaient des produits défiant toute concurrence parce que eux, ils peuvent avoir 4 salariés dans la ferme pendant que nous on en a un. Les niveaux sociaux n'ont rien à voir. Rien à voir. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait pendant très longtemps? On a tiré sur les agriculteurs, on a fait travailler les parents jusqu'à 80 ans, c'est encore le cas. Les gens prennent pas leur retraite. Moi, je les appelle les dermatos, ils travaillent pour la peau, les gens à la retraite dans les fermes. On a fait travailler les enfants, beaucoup dans les exploitations. Certains ont peu été à l'école, faut le savoir. Ou certains encore aujourd'hui aident les parents après l'école, parce que c'est très difficile. Et les parents n'ont pas les moyens de ramener de la main-d'œuvre. Donc, pour arriver à tenir cette concurrence, on est passé de 20 vaches à 30 vaches, à 40, à 50, à 100, à 200. On a monté en volume pour essayer tant bien que mal de se prélever un SMIC. Parce que dans les études d'installation, ils mettent qu'un agriculteur doit se prélever un SMIC. C'est ça les études réalisées par la Chambre d'agriculture. Se prélever un SMIC avec 200 000, 300 000 ou 1 million d'euros d'investissement, 80 heures semaine et 7 jours sur 7, je crois qu'il y a un petit problème. 1 500 euros pour investir 1 million d'euros, je crois qu'il faut revoir le logiciel des chambres d'agriculture et des centres de gestion. Donc on a monté en volume pour essayer de diluer un volume important sur un petit prix. Essayer de faire concurrence. Mais on ne peut pas faire concurrence à un Chinois, c'est impossible. Donc on est passé... Ou un Américain avec des fermes à 10 000 vaches. C'est impossible. Donc en 1980, ça c'est très parlant, les agriculteurs avaient un endettement moyen de 50 000 euros par exploitation. On est rendu à 250 000 euros d'endettement moyen par exploitation, et l'âge moyen des paysans est de 52 ans. Donc on est presque à la retraite, la plupart d'entre nous, et on a 250 000 euros d'endettement moyen. Il n'y a pas un petit problème avec le modèle néolibéral? Je crois qu'il y a un gros problème. Alors, que Madame van der Leyen, que Monsieur Bruno Le Maire, que Monsieur Macron ne voient pas le mur là on se prend le mur, là. Parce que l'agriculture française, elle est en train de s'effondrer en termes de production. Et donc la souveraineté agricole allemande, italienne, tout le monde va s'effondrer. Tout le monde va s'effondrer. Donc les produits, c'est vrai, ils vont venir de Nouvelle-Zélande, ils vont venir beaucoup du Brésil. Il y a une force de frappe énorme là-bas. Énorme. Écoute, on va finir là-dessus, Philippe. Oui. Merci pour d'avoir partagé ton expérience. Oui. Et encore une fois, c'est vraiment... merci beaucoup, parce que c'est la situation du monde agricole, parce que c'est le premier métier. C'est sine qua non. Et tout le reste est bâti dessus. Il faut d'abord manger.
son état de désintégration, encore une fois, sociale, économique, de balance commerciale, environnementale, est l'illustration parfaite de l'absurdité totale dans laquelle on est et qui demande un changement radical. C'est ce que nous, on défend. Ouais, si tu veux, pour conclure pour les auditeurs, c'est les règles du commerce mondialisé qui tuent les paysans. Alors on est touché par les sécheresses, hein, mais la sécheresse, on n'y peut rien. C'est ni la sécheresse, ni le gel, ni l'agribashing, ni les normes. Sur lesquelles on peut s'organiser. Ni le préfet. Enfin, je veux dire, c'est les règles du commerce mondial qui nous tuent. C'est les règles du commerce mondial qui nous tuent. Ça, c'est incontestable. On le voit bien que c'est ça qui nous tue. Parce qu'en fait, c'est le prix qu'on vend nos produits du départ de la ferme, c'est ça qui conditionne tout. Et comme on a perdu même notre facture, on remplit même pas notre facture, c'est l'industrie agroalimentaire qui fait la facture. Donc, dernière citation quand même pour les auditeurs, un jeune agriculteur qui s'installe aujourd'hui fait une étude d'installation sur 5 ans, avec un prévisionnel, mais dans son étude, elle est fictive, puisque les prix des produits, on n'est même pas capable de les connaître 1 mois ou 2 mois après qu'on s'est installé. Et c'est la laiterie qui décide du prix, c'est Bigard qui décide du prix, c'est LDC qui décide du prix. On fait une étude sur 5 ans, mais on n'a même pas notre carnet de facture. On maîtrise rien, ni les volumes, ni rien. On ne maîtrise rien. C'est pour ça que je dis souvent dans mes vidéos sur ma chaîne Philippe est dans le Pré, on est les petits soldats de l'industrie agroalimentaire. Et les petits soldats, ils vont au combat. Tu as été au combat, toi, des fois, tu sais ce que c'est que d'être un petit soldat. Mais à force de prendre des balles, va falloir trouver la relève, hein, des petits soldats. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Écoute, encore une fois, merci d'avoir témoigné. Et puis on va revenir, parce que ce modèle libre-échangiste qui parle fort peu de liberté et finalement fort peu d'échange commercial honnête, arrive au bout. On pourra revenir, on fera peut-être une discussion un jour, on pourra faire avec Sapir, avec toi, avec un industriel, sur qu'est-ce que pourrait être un monde qui fonctionnerait sur les principes de la Charte de la Havane. On pourra faire une émission spéciale sur la Charte de la Havane. En attendant, merci à tous. Merci de nous avoir écoutés. Je crois que c'est un sujet très important. Si ça vous a plu, et je pense que ça devrait vous plaire, parce que c'est un sujet trop rarement abordé de cette manière claire et nette comme le fait Philippe, eh bien n'oubliez pas de liker, d'appuyer sur la petite cloche, surtout de faire des commentaires et de partager auprès de vos amis, et puis réellement de réécouter, de vous prendre des petites notes. Ça, c'est pour ceux qui ont plus la fibre militante, et puis d'aller discuter autour de vous et de réveiller les consciences. Voilà. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée et à très bientôt.